Bonsoir et bienvenue. L'actualité du jour, c'est bien la proclamation par la Commission électorale nationale autonome Sénat des résultats des élections communales et municipales du dimanche dernier. On parle désormais de l'après-scrutin pour recourir aux dispositions de l'article 15 du Code électoral en son dernier alinéa. Je cite, la Sénat est chargée de la compilation et de la publication des résultats définitifs des élections communales. Fin de citation. Et l'article 16 qui vient renchérir, et là je cite également, la Sénat proclame les résultats définitifs de l'élection des membres des conseils communaux. Fin de citation donc. Et dans l'attente de ces résultats, les supputations vont bon train. Les grandes tendances sont actuellement brandies pour célébrer une victoire, alors même que la plateforme électorale des OSC demande aux acteurs politiques d'éviter la surenchère sur les résultats et la répartition des sièges et au besoin de privilégier les voies légales de contestation. Comment comprendre donc ce comportement d'acteurs politiques qui n'ont pas attendu les résultats de la Sénat? Quelles sont les chances pour les formations politiques en lice de pouvoir passer le fil rouge des 10%? Analyse dans les première et troisième partie de cette émission. Le duel de ce soir se fera entre Eloge Ganaro, bonsoir Eloge, bienvenue. Bonsoir Eman. Et Félicien Fagnon, bonsoir Félicien. Bonsoir, bienvenue donc, chers confrères. 90 minutes au Bénin, c'est ici et maintenant sur Canal 3 Bénin et Canal 3 Télévision.com. Et voici pour vous installer les unes de quelques parutions du jour. On démarre par le quotidien, la priorité communale et municipale du dimanche, les grandes tendances dès ce jour, et puis communale et du dimanche 17 mai 2020 sans heure, un exemple de l'échec des pêcheurs en eau trouble. La presse du jour, scrutin du 17 mai dernier, la Sénat donne les résultats provisoires. Ce jour, la nation, élections municipales et communales, les résultats provisoires ce jour, dénouement heureux du scrutin. Bénin intelligent municipal du 17 mai, le Golden Boy a confirmé, puis communal 2020, Réhomé fait briller le BR dans la 24e circonscription électorale. Les pharaons communal 2020, Godomé réclame la mairie de Calavier. Puis cette actualité en fait divers. Coronavirus, un bébé de 7 mois testé positif au Bénin. Le potentiel tendance provisoire des communales 2020. Ces leaders qui ont échoué dans leur fief. Puis réajustement du nombre de cas confirmés au coronavirus. L'OMS invalide 209 cas. Rumpati explique. Le Soleil Bénin Info, grand résultat issu des unes dimanche dernier à Quai, l'artisan de la victoire de l'UP à Covey. Le député progressiste demeure le leader incontestable de la région à Gonlin. Le matinal tendance issue des communales 2020, UPBR, une écrasante victoire, la prime à l'Union. Et puis, commune de Glasgow, le BR sauve à Clampa d'un naufrage politique. On vient maintenant au quotidien Maison Fraternité, arrêt de la Cour suprême suite au recours de l'ANCB, les éclairages de maître Ibrahim Salami sur les 10%. La Sénat proclame les résultats ce jour. Crise de Covid-19, l'OMS ramène le Bénin à 130 cas. Et puis, valorisation des coques de cajou, du charbon vert pour contrer la déforestation pilatérale maritime, le détournement de navires chinois déjoués par le Bénin et le Nigeria. Et puis, vous avez cette chronique en vérité de Moïse Dosoumou, les nouveaux chiffres de la Covid-19. C'est à découvrir dans les colonnes du quotidien Maison Fraternité. Voilà donc pour ce qui est des journaux que nous avons choisis pour vous en cette soirée de proclamation des résultats par la Sénat. Et voici donc la transition pour le duel. Rebonsoir, chers confrères, Eloge. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Chers confrères Eman, et bonsoir à tous. Oui, la journée ça a été comment, chers confrères? Très bien, ça se passe bien. Oui, vous étiez aussi un peu dans la hantise de la proclamation des résultats par la Sénat, vous? Pas la hantise, nous attendons avec sérénité. Moi, je ne parlais pas de hantise, mais nous attendons avec sérénité la proclamation des résultats. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il ne sert à rien d'aller dans la précipitation. Oui. C'est l'enjeu est de taille. Donc, c'est très important. L'institution est chargée d'organiser les élections, de gérer les élections, d'en proclamer les résultats. Donc, il ne nous revient pas de lui mettre, comment dirais-je, le bâton derrière. Tout à fait. Mais je crois que la Sénat
certainement, dans quelques heures, va proclamer ces résultats-là pour que chacun soit situé. La Sénat, dans son calendrier, on attend. Ce sont les grandes tendances, les résultats provisoires, ou à quoi devons-nous nous attendre dans les prochaines minutes de la part de la Sénat? Il faut préciser que c'est la Sénat qui dispose donc des prérogatives qu'il faut pour proclamer les résultats définitifs des élections communales et municipales. Il revient donc à la Cour suprême de gérer après les contentieux. Mais pour ce soir, je pense qu'il s'agit plutôt des résultats provisoires parce que certainement les dépouillements ne sont pas encore allés jusqu'à la fin. Et donc, d'ici peut-être quelques jours, la Sénat va proclamer les résultats définitifs avec les noms de chaque conseiller élu. Et c'est après cela que si des gens ont des recours à formuler, ils vont s'adresser donc à la Cour suprême. Donc ce soir, c'est à cela que tous les Béninois s'attendent de façon impatiente parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en dehors de quelques communes où on est déjà sûr de ceux qui sont élus, mais il y a des communes où on ne sait pas encore qui va être élu, qui ne l'est pas encore, on doute encore. Vous prenez le cas de Parakou par exemple, on ne sait pas qui va prendre à Plahoué également. Il y a beaucoup de communes où des partis sont en ballottage. Donc tout à l'heure même on aura la confirmation, on saura si c'est vraiment ces partis qui se proclament vainqueurs. Il y a Porte Nouveau également qui est dedans, qui sont donc gagnants, ou alors si c'est leurs adversaires politiques. Est-ce que vous avez cette même lecture de... Oui, évidemment, nous n'allons pas dévancer les événements. C'est pourquoi nous ne pourrons que demander à certains partis politiques ou à leurs candidats de prendre leur mal en patience. Parce que je ne sais pas en quoi certains s'érigent, veulent se substituer à la Sénat pour anticiper et commencer par crier sur tous les toits qui sont vainqueurs, qui sont gagnants. C'est vrai que si nous tenons compte du dépouillement qui a eu lieu dans les bureaux de vote, dans tous les centres, déjà on a une idée à peu près de ceux qui sont en avance, ceux qui peuvent espérer être élus. Nous allons le dire ainsi. Parce que, attention, il y a eu des incidents, il y a eu des cas de fraude qui ont été cités, et je crois que la Sénat, qui actuellement a déclaré qu'elle a reçu toutes les cantines, et qu'au téléphone déjà, les coordonnateurs d'arrondissement lui a donné tous les résultats. La Sénat est à pied d'œuvre. Est-ce à dire qu'on peut avoir tout à l'heure, qu'on peut assister à des grincements de dents de la part des acteurs politiques, tout à fait soupçonnés? Non, il n'aura pas que le riz. Bon, naturellement, il aura des grincements de dents. Tous ceux que vous voyez qui actuellement prennent d'assaut les journaux ou qui crient partout pour dire qu'ils sont gagnants, mais il aura des surprises désagréables. Donc tout le monde ne sera pas heureux. Mais je crois que les élections, c'est également le fair play. D'accord? Ceux qui pensaient que non, qui sont maîtres dans leur fief, et que, bon, par rapport à leurs expériences et par rapport à ceci ou cela, et qu'ils doivent être élus, qu'ils n'oublient pas qu'il y a la règle des 10% qui est là. 10% des suffrages valablement exprimés au plan national. Ça, c'est le casse-tête chinois actuellement. C'est ça qui fait que actuellement, certains, je crois que raisonnablement, ont gardé la retenue et ne sont pas en train de se proclamer vainqueurs. Il faut attendre tout ça. Justement, donc il y a de la déception en vue, du succès, de la victoire, des rires également en vue. De quel côté voyez-vous déjà quelques déceptions? Vous savez, il y a par exemple du côté de l'UDBN, c'est sûr que dans leur état-major, ces candidats savent déjà qu'ils ne pourront pas malheureusement pas être élus quelque part parce qu'il y a le critère de 10%, c'est clair, il y a une polémique autour d'un arrêt de la Cour suprême, mais je crois que des sachants sont intervenus pour expliquer qu'en réalité, l'arrêt de la Cour n'est pas venu annuler celui de la loi. Donc ceux qui n'ont pas 10% au niveau national sont d'office éliminés. Il y a également le PRD qui, certainement, puisque j'ai lu tout à l'heure un cadre du PRD qui a écrit pour dire que l'arc-en-ciel disparaît, l'arc-en-ciel s'éclipse, mais qu'il ne va pas disparaître, que c'est une loi du cosmos. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes ils reconnaissent déjà qu'ils n'ont pas les 10% et que le PRD ne sera représenté dans aucun conseil communal ou municipal au cours des 6 prochaines années. Il y a également les FCBE qui certainement ont déjà une certaine assurance au niveau donc de l'Union progressiste et du Bloc républicain. C'est vrai que là aussi il y a un peu de ballottage. L'UP qui déjà, selon les chiffres qui sont avancés, est en tête, mais le BR également qui réclame la tête un peu partout. Il y a ça, mais je voudrais que certains candidats ne soient pas surpris tout à l'heure par la proclamation des grandes tendances par la Sénat, parce qu'il arrive à des moments où la Sénat elle-même donne des grandes tendances, et quand la proclamation définitive des résultats, les chiffres changent. Et que ceux qui avaient été déclarés même
échoué, donc soit donc élu. Parce que le dépouillement, c'est sûr, ce n'est pas encore allé au terme, ce n'est pas allé à 100%. C'était à la fin, vous vous rappelez, de 2015, où la Sénat avait donc déclaré Ata Ohenoro non élu à l'Assemblée nationale, mais il a été rattrapé après il a été racheté par la Cour. Je dis racheté parce que la Cour, après le dépouillement à 100%, l'a déclaré donc élu. Donc ça peut arriver. Donc que les tendances qui vont être données tout à l'heure ne fissent pas des gens pour qu'ils arrivent, pour qu'ils en arrivent à faire donc du désordre, à semer donc ce qui est certain sur le sujet, la loi est claire, c'est la Sénat qui proclame le résultat définitif ici à cette élection. Donc ce soir, peut-être qu'on aura le résultat provisoire et peut-être la Sénat aura encore quelques 2-3 jours pour dire les définitifs avec les noms des candidats et tout. Et encore que là, si les candidats ont des réclamations à faire, des recours à faire, ils peuvent s'adresser à la Cour suprême qui peut toujours invalider des sièges à leur profit. Tout à fait. Alors, est-ce que vous comprenez un peu le silence de certaines formations politiques? Il y a également cette assurance. Il y en a qui se voient déjà totalement élus et d'autres qui entretiennent déjà une certaine guéguerre entre eux. Non, même au sein des formations politiques, ça ne va toujours pas encore. Il y a toujours des formations politiques où les candidats, les responsables se mettent au-dessus de la mêlée, n'est-ce pas? Non pas parce que, ces partis-là pensent que c'est déjà l'échec, qu'ils ont perdu la bataille, mais simplement parce que ces partis-là sont sereins, leurs responsables sont sereins. Ils se disent que par rapport au travail abattu, et comme je vous l'ai dit maintenant, il y a eu les dépouillements au niveau des bureaux de vote. Est-ce que la sérénité ne cache pas un peu un aveu d'échec aussi parce que oui, tout à fait. Je n'ai pas fini de parler. J'ai dit qu'il y a certains qui sont sereins et qui attendent, n'est-ce pas, les résultats. Non pas parce qu'ils pensent qu'ils sont perdants, pas du tout, mais ils sont sereins, ils se disent que par rapport au travail abattu et déjà par rapport au dépouillement, aux résultats recueillis au niveau des bureaux de vote, tout ça là, déjà ça les donne une certaine assurance, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de s'agiter, de faire beaucoup de bruit et de vouloir manipuler l'opinion publique pour faire croire que c'est déjà eux. C'est ce cas-là. Mais il y a un autre cas où certains ont compris que, c'est à dire, les carottes sont cuites. Mon cher Herman, que le verre tiré et que désormais il faut le boire. Ah oui, absolument. Certains ont compris que leur silence s'explique par le fait que, ils ont compris que la bataille est perdue et qu'ils n'ont plus rien à attendre. C'est tout à fait normal parce qu'il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle, c'est clair, les résultats seront bientôt publiés. Et sur la base des calculs des 10% dont je vous ai parlé maintenant, les grands partis et tous les partis qui se sont battus véritablement et qui ont pu mobiliser les électeurs à leur cause avec ces résultats-là déjà et ce que la Sénat va proclamer tout à l'heure, je crois qu'ils sortiront vainqueurs. Et pour ceux qui auront perdu, je crois que perdre la bataille n'est pas perdre la guerre. Ils doivent se dire que c'est déjà une expérience, c'est une bonne chose. Mais à vous entendre, chacun de son côté, pour les années à venir. Vous ne partez donc pas à ce point de vue qui consiste à dire qu'il n'y a pas eu match? Il y a eu match. Match amical, match arrangé, il y a eu match, sérieusement, parce que moi je peux vous dire aujourd'hui que entre le Bloc républicain et l'Union progressiste, il n'y a du tout pas entente dans aucune commune. Il y a du tout pas, c'est la guerre. Vous avez vu la sortie médiatique du Bloc républicain à Porte-Novo qui réclame donc la victoire. Et donc imaginez que ce soit par exemple la Sénat annonce l'Union progressiste comme étant le parti qui a gagné à Porte-Novo. Donc imaginez. N'est-ce pas une manière? Il y en a qui pensent que c'est une manière d'influencer un peu malheureusement non, parce qu'il y a quand même des chiffres qui sont là, et aussi des partis politiques, comme vous l'avez dit, des mêmes partis politiques. Il y a quand même une guerre, quand vous venez à Cotonou par exemple, où Louis Katropo peut projeté comme quelqu'un qui pourrait être le maire de Cotonou, mais de l'autre côté il y a également Adjaboni qui aussi certainement veut, parce que nous avons suivi, voilà, on a Gassi Adjaboni, nous avons suivi au niveau de la campagne, il se positionnait comme étant donc le prochain maire. De l'autre côté il y a Nyolofou qui est en train de sortir, mais qui pense que lui il pourrait revenir. Entre les trois, c'est clair qu'il n'y a pas entente, chacun continue d'avoir espoir. Il pense que c'est de son côté que le drap donc va rester et ça ne va pas être facile. La balle restera dans le camp des chefs de partis politiques qui maintenant vont essayer donc de trancher pour voir maintenant de quel côté ça va être donc tranché. Donc je crois que cette guéguerre est au sein donc de ces partis politiques qui à Calavi également, vous avez vu, il y a Godomé qui réclame cette fois-ci le fauteuil du maire. C'est l'arrondissement le plus grand, le plus volumineux, où il y a le plus grand nombre de conseillers, mais que malheureusement on envoie le maire ailleurs. Donc Godomé veut que le maire soit de cet arrondissement-là, alors qu'au même moment vous avez vu Georges Bada, qui est le maire sortant, veut encore, ça c'est clair, il veut encore, parce que vous n'êtes pas savoir qu'il a laissé son siège à l'Assemblée nationale pour
son suppléant, et donc qu'il ne serait pas question, en tout cas pour lui, de redevenir simple conseiller au niveau du conseil communal. Ça ne va pas être aussi facile. Finalement, qui pour arbitrer cette guerre-là, ces attaques à peine voilées? C'est stratégique. Ah oui. Toutes ces déclarations que vous entendez, ces sorties-là, c'est stratégique. Mais c'est pour influencer qui? Ce n'est pas forcément cela qui va déterminer la victoire de tel camp sur tel autre ou de tel parti sur tel autre. Oui. Je crois que les résultats sont déjà là. On devrait travailler. On dit qui va mener sa monture. Ceux qui ont travaillé et qui ont pu mobiliser les électeurs à leur cause et qui ont cru qu'avec leur vision, cette vision-là, ils peuvent quand même changer quelque chose au niveau des prochains conseils communaux. Ils ont pu mobiliser assez d'électeurs et ils ont eu les voix qu'il faut. Et tout à l'heure, c'est la Sénat qui va le dire. Ce n'est pas mauvais parce qu'on ne va pas à la guerre pour se dire d'avance qu'on a perdu. Donc je pense que si tel parti se lève pour dire que c'est moi qui ai gagné, l'autre aussi a le droit de se lever pour dire plus de même si on vous a foutu une vraie déculottée, il faut brandir, bomber le temps de dire on a gagné. Non, c'est plutôt c'est nous qui avons gagné. Bon, ça ne gêne pas. Pourvu qu'il n'y ait pas la provocation. Mais le problème à ce niveau, c'est l'impact que ça a sur la population. Voilà, parce que déjà, certains parlent de manipulation, de manipulation des populations, et je tiens à dire que c'est stratégique, mais il ne faut pas que ça dégénère, ça aille à la provocation, aux injures. C'est là où c'est mauvais. Parce que vous savez, nos populations également sont sensibles. Population en majorité analphabète. Voyez-vous, si dans l'attente des résultats, certains partis politiques se mettent encore à manipuler les populations, ça peut être source de violence. Donc, dans cette guerre-là, que je dis plutôt stratégique, ils doivent faire en sorte quand même que, dans leur stratégie-là, ils fassent preuve de retenir à certains niveaux. Qui n'est pas trop loin. Oui, ce tiraillement à l'interne au niveau des partis politiques, c'est que ça permet déjà aux uns et aux autres de se positionner. Quand vous venez à Cotonou, par exemple, où le maire sortant, Isidore Nyolofou, dit que lui, il compte revenir à la tête de devenir le vrai maire. Le maire de plein pouvoir. Le maire de plein pouvoir. C'est sûr qu'au niveau de l'état-major de l'Union progressiste, en faisant donc les positionnements, les désignations pour l'élection des membres du conseil communal, c'est sûr que si il arrivait qu'on prenait un propos comme maire de la ville de Cotonou, on pourrait peut-être voir comment est-ce qu'il faut positionner Nyolofou comme premier adjoint. Donc c'est une manière de se positionner. Et en même temps, on va penser à Garcia Azaboni. Celui qui voulait être maire, est-ce que vous allez le laisser simple conseiller ou bien s'il faut le positionner au niveau des adjoints au maire? Donc c'est aussi une manière pour eux de se positionner comme ça également. Donc vous l'avez dit, c'est stratégique, c'est vrai. Ça leur permet. Ils savent que même si je ne suis pas maire, c'est que je vais être au niveau donc, du bureau directeur du conseil communal. C'est une stratégie aussi au niveau de ces candidats-là. Oui, ça permet aux états-majors, aux différents états-majors, de savoir qui il faut prendre, qui il ne faut pas prendre. Cela s'est développé par Loge, à savoir que vous avez commencé par le dire, le BR qui a Porto Novo, un fief historique du PRD, se déclare vainqueur. Est-ce que ça ne bouleverse pas un peu la donne à Porto et même dans d'autres régions où le PRD s'est établi? Ça, c'est les inconvénients négatifs, bien sûr, de la loi qui exige qu'il faut avoir 10%. Mais je trouve que c'est bien, il faut qu'on aille là parce que notre pays a opté pour les grands regroupements politiques. Nous ne voulons plus avoir des partis politiques qui tournent autour d'une seule personnalité. Donc aujourd'hui, quand on peut le PRD, c'est que derrière le PRD, on voit l'image du président Adrien Mbedi. Et quand on peut le PRD, vous voyez Porto Novo. Vous prenez le PRD, vous voyez Porto Novo et peut-être c'est Mekpodi. Donc il faut qu'on finisse avec ça. Il faut qu'on finisse avec les partis régionaux. Ça va être un peu difficile qu'aujourd'hui le PRD, après avoir donc gagné les élections peut-être à Porto Novo, ne pourra même pas être représenté au niveau du conseil municipal. Ça va être un peu difficile, mais comme on le dit souvent, la loi est dure, mais c'est la loi. Ça va peut-être donner une leçon aux responsables du PRD qui vont penser désormais à aller certainement en alliance, à se mettre en regroupement avec certains grands partis politiques pour pouvoir être aussi assis sur l'échiquier national. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et au niveau de l'UDBN, c'est sûr que dans certains arrondissements de Godomé, c'est sûr qu'ils ont été quand même majoritaires. Malheureusement, ils ne pourront pas siéger. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Il faut avoir les 10% au plan national. C'est des conséquences néfastes de la loi, mais je pense que nous avons fait une option. Notre pays a choisi, opté pour les 10% au niveau national pour avoir donc les grands regroupements politiques. Il faut qu'on y aille là. On doit aller jusqu'au bout en fait. Oui, c'est tout à fait ça. Dans la mesure où même avant les élections, beaucoup de Béninois l'ont annoncé. Ils l'ont dit, n'est-ce pas? On dit l'union fait la force. L'union fait la force. Vous voyez combien de partis, partis traditionnels se sont regroupés dans l'UP. Oui.
l'UP, voyez-vous, il y a le PSD, il y a d'autres, bien d'autres partis. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Le BR également. Mais tous ceux-là ont l'expérience des élections. Quand vous parlez à Moussou Bruno, quand vous parlez bien d'autres leaders politiques qui auparavant, n'est-ce pas, allaient aux élections avec leur parti politique, mais tous ceux-là, ils ont accepté. Ça a été difficile pour d'autres qui ont préféré garder leur autonomie, mais les conséquences sont là. Oui. Parce que lorsque des centaines de partis se regroupent pour mettre ensemble leurs idées, pour décider, mettre ensemble leurs stratégies, pour dire nous irons ensemble et travailler sur toute l'étendue du territoire national, c'est ça. Ils mettent leurs moyens ensemble, ils mettent leurs idées ensemble. Et c'est ce que veut la réforme du système partisan. Nous voulons finir avec les partis traditionnels, les micro-partis, qui dorment et qui n'attendent que la veille des élections pour se faire voir. Il faut que nous finissions avec justement, ça. Il y a ce souci, voilà déjà les implications. Il y a ce souci, la population un peu comme n'était pas préparée pour ces calculs-là. Parce que, est-ce qu'on peut comprendre que, par exemple, dans une ville comme Porto-Novo, alors que la population a massivement choisi le PRD, par exemple, qu'on puisse constater à l'installation du conseil municipal, du conseil communal de Porto-Novo que il n'y a aucun élu PRD. Je rappelle au passage que nous aurons en direct depuis la Sénat, il y a une fois d'équipe qui est là-bas. Il y aura Idriss Boubacar qui va intervenir en direct pour nous faire vivre un peu l'ambiance d'avant-proclamation des résultats par Emmanuel Tchando et son équipe, Geneviève Okonadjo et tous les autres. Et donc, c'est à prendre tout à l'heure dans le journal de 19h30. Oui, sur cette question-là. Mais lorsque vous parlez comme ça, Herman, c'est comme si les partis comme le BR et l'UP sont des nouveaux venus, inconnus des populations. C'est pas possible. Les résultats qui sont là maintenant montrent que ce n'est pas des inconnus au bataillon. Tout d'abord, excusez-moi, pour les législatives passées, ils ont fait un travail sur le terrain. Donc ce n'est pas des gens qui sont venus sauter pieds joints pour venir maintenant s'essayer. Ils ne sont pas venus s'essayer. Ils ont déjà des acquis sur le terrain. Donc, si vous parlez ainsi, c'est comme si, le PRD demeure maître dans les fiefs, à Porto-Novo, dans le plateau, partout. Non. Toujours est-il que force reste à la loi, comme vous l'avez dit, Félicien, force restera à la loi. C'est la loi qui décide ainsi, droit de cette lex. Mais est-ce que vous comprenez que dans une région, par exemple, mettons, comme le coup au temps fort du PSD, que le PSD soit déclaré, c'est pas non grata, alors même que les populations ont choisi massivement le PSD, alors que nous sommes dans un système, voilà. C'est pour ça qu'il faut accepter cette idée de fusion. Mais vous imaginez le Koufou qui a accepté, par exemple, que le PSD n'existe plus. Vous avez vu, par exemple, le zoo, quelque part, on a dit... On va dire un petit bonsoir au Red Chef André Dossa, qui met tout en nous pour qu'on puisse avoir l'équipe de la Sénat en direct. Bien sûr. Il y a certains grands partis politiques qui ont disparu. Le MADEP n'existe plus aujourd'hui. Ces partis-là, ces régions ont accepté, sacrifié leur parti politique traditionnel. Alors, il faudra pour le PRD accepter perdre la cancel, accepter faire disparaître le nom PRD au profit d'un autre regroupement pour que nous puissions avancer, pour que Porto-Novo puisse être sûr que celui que nous choisissons désormais, c'est lui qui va être représenté au niveau des conseils communaux. Sinon, si on tient... Comme ça a été le débat, vous vous rappelez au moment où il fallait faire les regroupements, vous vous rappelez que le PD avait exigé que son logo soit maintenu, que quel que soit le logo à mettre en place pour le regroupement, c'est qu'il fallait que le logo, la cancel soit là, et qu'on laisse leur structure de base en place. Tant qu'on n'opte pas, tant qu'on n'accepte pas de faire ces concessions-là, c'est qu'on ne peut pas évoluer. On l'a laissé, le PD est resté seul, mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Personne n'a rien fait au PD, personne n'a voulu que le PD disparaisse. Ce sont les responsables du PD eux-mêmes qui n'ont pas accepté une vision commune, une vision de notre pays, et malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, la population de Lomé, la population de Lomé du plateau, doivent mettre pression sur Maître Adrien Mbedi pour dire accepte aujourd'hui qu'il y ait une fusion, que notre parti disparaisse au profit d'un grand regroupement politique. Justement, on profite, on parle encore que nous parlons de grande tendance, on va partir de ce coup de gueule, de cette analyse, j'allais dire, de Félicien, pour un peu analyser les performances de certains leaders politiques dans le Bénin. Par exemple, quand on prend la Takora, la Libori, le Borgou, vous voyez tout ça là, comment dites-nous? Non, mais cela va de soi. Parce que lorsque vous prenez, par exemple, le Borgou, la Libori, comme vous l'avez dit, dans le septentrion en général, je ne veux pas sous-estimer un leader par rapport à un autre. Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que certains leaders n'ont pas pu émerger dans leur propre fief. Ils ont cité le cas de Barthélemy Kassa et bien d'autres. Voyez-vous, par exemple, il y a Okunola qui n'a pas pu faire émerger son parti. Dans les eaux collines là-bas. Voyez-vous, donc tout cela, ce n'est pas gagné d'avance. Puisque le contexte a changé justement. Ceux qui pensent que ceux-là doivent nécessairement gagner et émerger, non, le contexte a changé.
Et comme on le dit maintenant, le BR et l'UP, c'est deux partis proches de la mouvance. Mais cela ne veut pas dire que c'est un match amical. Vous avez vu, Félicien Fayon tout à l'heure a cité l'exemple de Porto Novo. Donc ils se sont véritablement battus sur le terrain. Donc c'est ça la réalité. Donc même ces leaders-là, ces anciens leaders des partis traditionnels, bon, on n'évolue plus maintenant comme par le passé, avec le réforme du système partisan. Et c'est des blocs aujourd'hui. Il s'agit d'aller ensemble en groupe pour faire connaître sa vision et pour rallier les électeurs à la cour. On va demander aux techniciens de couper le son, le son entrée studio. Ça nous permet de ne pas avoir de son parasite. Allez-y. Moi, j'ai une autre une autre lecture donc, de la situation. Vous savez, les localités où, par exemple, ces grands partis, ces grands regroupements-là ont perdu au profit donc, des FCBE. C'est des localités où les FCBE avaient une assise. Alors, depuis qu'on est passé des micro-partis aux grands regroupements, aux grands rassemblements politiques, qu'est-ce que ces leaders-là font pour les localités? Qu'est-ce qu'ils font pour imposer les partis politiques en réalité? Il faut se poser la question. À Parakou, par exemple, dans le Borgou, par exemple, qu'est-ce que Saka Lafia, qui est là, par exemple, pour le compte de l'Union progressiste, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait pour imposer l'Union progressiste? Quel est le travail de fond qui a été fait en réalité? Prenez ça avec, qu'est-ce que Okono l'a fait? Et puis, vous savez, c'est normal. Vous avez vu ce que nous avons vécu de l'année dernière jusqu'à un passé récent, avec les crises et autres. C'est normal qu'Okono là, qu'il n'aille plus dire quelque chose aux populations de ça, avec que les populations l'écoutent. Ça, c'est clair. Les gens ont pleuré, les gens ont souffert. Qu'est-ce qu'il a fait pour les calmer? Vous allez à Kandi, vous avez vu, le parti de Yahi Boni, quoi qu'on dise, continue de porter Yahi Boni. Même il a dit qu'il a démissionné, mais les gens n'ont pas encore accepté, n'ont pas encore compris qu'il a démissionné effectivement. Et donc, tant que ça va être le Kori, Yahi Boni, ayant été affectif par rapport aux populations, ayant été proche d'accord des populations, va continuer par régner dans leurs esprits. Ça veut dire que quoi? Puisque notre président, le chef d'État, Patrice Talon, c'est vrai, il est proche des populations, mais il n'y a que ces leaders-là parce que le président Patrice Talon, il n'est pas de l'UP, il n'est pas du BR, et donc il revient à chaque leader de s'imposer dans sa région. Il leur revient eux maintenant d'aller travailler pour faire enraciner leur parti politique. Et c'est aussi le moment pour eux d'installer maintenant les sections délocalisées des partis politiques. Ce travail n'est pas fait jusque-là. Donc à partir de cet instant, on va laisser... qui par exemple à Kandi, qui à Banikwara, qui à Malanville, peut se reconnaître comme étant de l'Union progressiste ou bien encore du bloc républicain. C'est là on va laisser le conclure rapidement sur le sujet. Évidemment, c'est ça, un petit mot sur les FCBE. Vous comprenez, beaucoup dans leur analyse ont estimé que le président Boni Yahi a démissionné des FCBE, mais il n'y a pas eu une campagne, il n'y a pas eu une communication en fait pour faire comprendre aux populations véritablement que cette FCBE qui évolue maintenant, ce n'est plus la mienne, puis c'est ce que Boni Yahi s'est retiré. Mais donc pour beaucoup, pour des populations analphabètes, pour le FCBE en temps, c'est toujours ça que l'image de Yahi. Et on votait massivement. Donc il revenait aux autres partis de travailler dans ce sens-là. Bon, maintenant, néanmoins, dans d'autres, si vous prenez par exemple le FCBE, je crois Paul Rompin, dans son propre fief, dans son beau-pas. Donc il n'est pas en première position. Bon, pour ce que nous voyons avec les résultats provisoires. D'accord, bon, il y a le BR là, qui est là et qui l'UP, qui est en train de prendre la tête. Et je crois que c'est ensemble, il y aura des alliances, des discussions pour permettre à certains de se mettre ensemble. Il reste un profond travail, à faire dans ces régions-là. Voilà, donc c'est pour vous dire il faut que ce n'est pas gagné d'avance. Les leaders de ces partis montrent aux populations que ces partis-là, ce n'est pas pour une région seule, c'est pour tout le Bénin. Donc il y a un travail de fond à faire. Il y a un travail de fond à faire, véritablement. Merci à vous, merci Loge Ganako d'être passé pour le duel. Merci à vous, Félicien Fagnon, d'être passé également. On va tout de suite laisser place pour le journal télévisé. C'est Wahab Alikpara qui est aux commandes. Je rappelle que nous aurons en ligne, si tout va bien, depuis la Sénat, l'équipe conduite par Idrissou Boukari.